Olivier Babot, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Better Web. merci de votre invitation. Vous vous présentez en quelques mots? Olivier Babot, je suis président de l'Institut Sapiens, je suis aussi professeur à l'Université de Bordeaux, j'enseigne la stratégie d'entreprise. Alors, vous parlez de désordre numérique, c'est ça? Oui. Comment on fait pour le remettre dans le bon sens? Pour créer de l'ordre numérique, il faut déjà comprendre ce que c'est que ce désordre numérique dont je parle. Alors je vais peut-être en parler un petit peu plus. Allez-y. Ce désordre numérique, pour moi, c'est ce qui est arrivé sous l'effet du numérique, c'est-à-dire l'accélération de tendances en fait qui existait déjà, une tendance à la polarisation du monde dans toutes ses dimensions, économiques, sociales et politiques. La polarisation, c'est-à-dire que on a, là où on avait un petit peu une organisation en losange, si vous voulez, avec beaucoup de gens au milieu et peu de gens aux extrêmes, on a une organisation en sablier avec des extrêmes et très peu de gens au milieu. Alors, c'est vrai dans l'économie, par exemple, parce que l'économie des plateformes, c'est l'économie Highlander, c'est l'économie du « il ne peut en rester qu'un », le gagnant prend tout. Pourquoi tout le monde va sur les résultats de Google? Parce qu'il a les meilleurs résultats. Pourquoi il a les meilleurs résultats? Parce que tout le monde y va, et ça, chez Quant, malheureusement, vous connaissez bien ce système des plateformes. C'est pareil, vous allez aller chez Tinder parce que c'est là qu'il y aura le plus d'offres et que vous aurez l'impression que vous allez avoir le plus de choix. Pareil pour Uber et votre plateforme qui va vous permettre de voyager. Donc, ça va favoriser, ce système des plateformes va favoriser l'émergence de géants absolument extraordinaires. Et depuis le Covid, on l'a vu, on a vu qu'aujourd'hui, vous prenez Microsoft tout seul, c'est plus grand en capitalisation boursière que l'ensemble du CAC 40. Vous prenez les sociétés tech américaines, c'est plus grand que l'ensemble de toutes les capitalisations boursières européennes. Cette extraordinaire croissance, ça montre bien l'exponentielle sur laquelle on est en termes de business. Et encore, là, je ne viens de parler que du premier pilier, celui de l'économie. Quelle entrée en matière! Et encore, on n'a encore rien vu. Malheureusement, la suite est plus déprimante encore. Justement, vous parlez de désillusion Internet. Ouais. C'est quoi la désillusion Internet? On est tous très jeunes ici, mais on a quand même vécu l'avant-Internet, puis l'arrivée d'Internet. Et je crois qu'on a tous été un petit peu comme des lapins dans les phares d'une voiture, un peu stupéfaits, ravis aussi par ce qui arrivait. Et puis, on était tous sensibles aux extraordinaires promesses qu'apportait Internet au départ. Alors Internet, ça va être la chance pour toutes les entreprises d'arriver à trouver un marché. Vous alliez pouvoir avoir accès directement à vos clients grâce au web, même si vous êtes une obscure entreprise dans une région où personne ne va. Et puis Internet, c'était la possibilité pour tout le monde aussi de se faire connaître, d'acquérir du savoir. La valeur ajoutée, la valeur marginale du savoir tombait à zéro. Tout le monde pouvait avoir accès à l'intégralité du savoir humain. Et puis la dernière chose, c'est qu'Internet, c'était enfin, on pensait, l'épanouissement du débat public, l'épiphanie enfin de cette démocratie directe dont on rêvait depuis longtemps et qui allait réactiver l'intérêt pour les institutions, la participation et allait permettre au consensus d'émerger. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc une vraie déception. Une vraie déception parce que 20 ans plus tard environ aujourd'hui, on voit, alors c'est vrai que ça a apporté des choses extraordinaires, que pendant le Covid, on a été sauvé par le numérique. Imaginez, si on n'avait pas eu Netflix, si on n'avait pas eu de vidéos et si on avait été chez nous enfermés, je pense que le taux de suicide malheureusement aurait été beaucoup plus fort. Ça nous a évidemment sauvés, mais ce qui nous sauve nous rend aussi dépendants. C'est un peu comme celui qui nous prête de l'argent, il nous sauve, mais il nous rend aussi dépendants. C'est exactement la même chose. Nous sommes plus que jamais dépendants du numérique et dépendants aussi des déviants et des effets qu'il a sur la société, sur le fonctionnement politique, sur le fonctionnement économique, sur la façon dont les valeurs se créent, se répartissent et se captent. Internet permet quand même de, quelque part, partager la connaissance, de créer du lien social, économique. Il y a aussi des bons côtés. Oui, c'est vrai, Internet, les réseaux sociaux, comme le nom l'indique, c'est de la société, c'est de la sociabilité. On n'a jamais eu autant d'amis que depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, théoriquement, parce que si on comptait le nombre d'amis à qui vous diriez même pas bonjour si vous les croisiez sur le trottoir, peut-être qu'on se rendrait compte que ce n'est pas exactement la même notion d'amis. C'est en fait tout le paradoxe de ce savoir qui a été donné sans fin. Au début des années 2020, il y avait une photo étonnante sur les réseaux sociaux justement qui circulait. C'était les encyclopédies universalistes, vous savez, celles qu'on vendait extrêmement cher autrefois. Il y avait des vendeurs au porte-à-porte. C'était une marque de savoir, c'était une marque de respectabilité d'avoir ça chez soi parce que le savoir était cher. Aujourd'hui, le savoir, il est donné à tout le monde en un clic de souris. Mais est-ce qu'il est pour autant mieux réparti ? En réalité, non, parce qu'avoir accès, ça ne donne pas probablement la capacité à plus savoir. C'est pareil pour les réseaux. Ça a créé énormément de
pseudo-réseaux sociaux, de liens extrêmement faibles, mais ça n'a pas, paradoxalement, épanoui nécessairement les rapports humains, avec même des déviances terribles, hein, pour les jeunes en particulier, hein, avec des effets de meute, des effets d'ostracisme, des effets d'attaque contre ceux qui ne sont pas, au contraire, dans la norme. Donc on avait pensé, vous savez, l'idée de Chris Anderson et de la longue traîne au départ, que Internet allait favoriser justement l'expression de la demande de chacun et que chacun allait pouvoir se créer ses micro-appartenances. On constate au contraire que dans bien des cas, ça crée des effets d'uniformisation contre évidemment toutes les formes de déviance. On a reçu il y a quelque temps Guillaume Chalot, qui a beaucoup travaillé sur les bulles d'enfermement algorithmiques. Est-ce que vous ne pensez pas que l'origine du mal, finalement, est à l'intérieur même, je dirais, de la conception technologique et donc du service qu'on adresse? L'origine du mal, il est que la technologie est là pour nous aider, c'est-à-dire pour en fait prévenir la plus grande pente de nos instincts animaux. Bon. Et l'origine du mal, pour préciser peut-être, il est dans ce que disait ce biologiste qui s'appelle Wilson, qui dit que l'homme, vous savez, a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes de Dieu. Notre cerveau, il date toujours d'il y a environ 200-300 000 ans, quand Homo sapiens est apparu et s'est développé. On a toujours des réflexes de chasseurs-cueilleurs. On a des désirs de chasseurs-cueilleurs, des passions, des façons de gérer nos affects qui sont ceux du chasseur-cueilleur. Ça n'a pas changé depuis la révolution néolithique il y a 10 000 ans. Et ben, aujourd'hui, la technologie, elle va utiliser tous ces leviers souvent dans un but uniquement mercantile, hein, très clairement. Hein. Le modèle d'affaires des plateformes, c'est de maximiser le temps que vous allez passer sur elles, maximiser le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux, parce qu'en maximisant ce temps, on maximise aussi le temps, on va pouvoir vous proposer de la publicité, c'est le fameux temps de cerveau disponible, hein, de Patrick Lelay de TF1 autrefois, mais appliqué aujourd'hui au réseau. Et puis on va aussi pouvoir mieux vous connaître et donc mieux vous exploiter. Et bien pour ça, on va utiliser la pente naturelle de votre cerveau. Et le risque, c'est que du coup, cette technologie qui est conçue comme étant votre serviteur devienne votre maître. Et c'est un très bon serviteur, mais un terrible maître. Est-ce que la civilisation moderne, 2.0, comme on la qualifie de manière assez singulière, est-ce qu'elle est en péril? Elle est en tout cas en transformation. On peut dire que la civilisation était aussi en transformation, et elle a même été en forme d'épanouissement d'une nouvelle forme, dans laquelle on vit encore, au moment du néolithique. Hein. Il y a plus de 10 000 ans, pour la première fois, on changeait complètement de façon de fonctionner, on commençait à élever des animaux, à être sédentaires et à avoir de l'agriculture. Ça a changé de notre taille moyenne. Hein. Vous savez, en quelques siècles, on a perdu 12 cm de taille moyenne, on a commencé à avoir des problèmes de dos, notre alimentation n'était plus la même, certaines maladies ont émergé, et puis on dit aussi que ça a favorisé les guerres et les oppositions, puisqu'il y avait du droit de propriété. Ça a changé la civilisation. Et bien, je crois qu'on est en train de connaître, avec le numérique, un changement au moins aussi grand que cette sédentarisation. Alors, oui, c'est en péril en quelque sorte, mais une menace, c'est aussi une opportunité. Si vous arrivez à bien l'apprendre en stratégie, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants. Hein. Opportunité et menace, ce n'est pas deux choses différentes. C'est la même chose, mais c'est la façon dont vous allez prendre les choses. Alors, la menace, c'est quoi? Et qui peut être aussi une opportunité, c'est qu'on a besoin de retrouver un art de vivre au XXIe siècle. Un art de vivre dans cette société technologique où on ne va pas débrancher demain Internet, on ne va pas débrancher les réseaux sociaux. C'est totalement illusoire. Ça, c'est le scénario un petit peu amiche. Hein. C'est l'idée que la technologie qui était bonne, c'était le téléphone à clapper et puis voilà, le edge, et puis on va s'arrêter là. C'est un choix que certains peuvent faire. Moi, je pense qu'on est obligé d'accueillir la technologie qui arrive. Mais la technologie, son problème, c'est qu'elle n'est pas donnée avec un mode d'emploi. Et donc, il faut qu'on trouve notre mode d'emploi, qu'on conçoive notre mode d'emploi. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les réseaux sociaux. C'est ce qu'on est en train de faire comme parents, où on apprend petit à petit à initier, à faire rentrer nos enfants dans cette société numérique. On essaye de les faire rentrer petit à petit dans leur rapport aux écrans. Et Dieu sait que c'est compliqué, parce que nous-mêmes, on a du mal à gérer ce rapport aux écrans. Mais en faisant ça, on est en train de créer de nouvelles façons de se mettre en rapport, de nouvelles règles de politesse, de nouvelles façons d'être ensemble, qui n'excluent pas la technologie, mais qui vont l'utiliser pour le mieux. C'est un travail qui est difficile, parfois on fait des erreurs, qui met un peu de temps, donc ce n'est pas un péril, c'est une transformation avec des enjeux qui sont assez extraordinaires. Vous nous conseillez de devenir ou de redevenir des Spartiates. Oui. Alors, moi qui ai une culture cinématographique peu étendue, j'ai quand même... 300. Ouais. Et ça finit pas bien.
Oui, ça finit pas bien, sauf que Léonidas, il sauve la Grèce en faisant ça, en fait. Hein. Ce qu'on voit pas, c'est que c'est un sacrifice pour les autres. Hein. D'ailleurs, il y a vous savez, cette fameuse épitaphe, un passant va dire aux Grecs que nous sommes morts pour respecter ces lois, n'est-ce pas? En fait, on a exactement le même enjeu. Hein. Vous savez, c'est l'humaniste Erasme qui disait on ne naît pas homme, on le devient. Hein. Parce que l'humanisme, à l'origine, c'était bien cette idée que les humanitas, c'est-à-dire les études qui faisaient le romain lettré de l'époque, c'est ça qui vous construisait humain, qu'on était vraiment humain que par la culture, autrement dit. Donc l'humanisme, il est né comme ça aussi. On ne devient pas homme, l'homme est un construit. Bien. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'homme, non seulement il va le devenir, il va devoir le choisir. Et pour choisir d'être homme, il va falloir faire une démarche, il va falloir avoir une discipline, il va falloir le vouloir. Et bien les Spartiates, ça avait été ça. Ils étaient un petit peu comparables aux Athéniens, et puis un jour, avec la réforme de Lycurgue, ils ont dit on va devenir une société tout orientée autour de la guerre. On va devenir une société complètement obsédée par le fait d'avoir des soldats et de se battre contre des menaces effectivement qui ne manquaient pas. Et bien nous, on doit se dire, mais au siècle du capitalisme cognitif, on ne pourra survivre que si on est tous excellents, que si on est tous extrêmement performants d'un point de vue cognitif. Pourquoi? Pour les 3 dimensions dont je parle, économique, sociale et politique. On doit être des consommateurs avertis pour éviter d'être pris en charge par des gens qui veulent capter notre cerveau et notre attention. Et donc pour ça, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de prise de conscience. On veut être aussi des citoyens avertis pour pouvoir voter de façon éclairée, ne pas se laisser avoir par les fake news, par le complotisme, ne pas se laisser embringuer par le premier populiste venu. Et pour ça, on doit être des sacrés citoyens d'élite. La démocratie a toujours marché quand elle a marché uniquement avec des citoyens d'élite. Et puis la troisième chose, c'est qu'on doit être des travailleurs qui, face à des machines de plus en plus performantes, hein, je veux dire, la puissance informatique a été multipliée par 430 millions de milliards en 80 ans. Hein. Aujourd'hui, le dernier ordinateur, il fait 430 environ pétaflops de puissance. On n'imagine pas, et on n'a même pas vu l'ordinateur quantique hein, qui va arriver, la puissance des technologies qui va arriver pour qu'on continue à avoir une utilité en tant que travailleur en face et qu'on ne soit pas des techno-largués. Là encore, on doit être excellent. On est acculé, on est condamné à être excellent ou à mourir. Vous répondez à la question qui allait suivre. Est-ce qu'on en est tous capables? Eh bien, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la répartition des capacités est probablement une courbe de Gauss. Hein. On se situe quelque part, la plupart des gens sont à peu près au milieu, et puis vous avez des gens qui auront la chance ou la malchance d'être aux extrêmes. Ce qui est certain, c'est que c'est comme pour l'éducation. Hein. Tout le monde n'a pas vocation à devenir soit un chercheur, soit à être prix Nobel, soit à être même au concours général en mathématiques. En revanche, ce dont on doit avoir l'ambition, c'est de permettre à tout le monde de se développer au maximum de ses capacités. Et ça, je crois que si on développe chacun au maximum de ses capacités, on peut aller très loin. C'est peut-être une de mes naïvetés, mais j'ai confiance dans l'homme. Ce qui est certain, malheureusement, c'est que le système éducatif, je parlais tout à l'heure d'institutions du Moyen-Âge, il n'est pas du tout prêt à se révolutionner totalement pour essayer de favoriser cette excellence. On est malheureusement encore dans le one size fits all, l'uniformisation et puis la lourdeur d'un système. Vous êtes enfin optimiste? Parce que moi j'avais le sentiment, en vous lisant, que finalement le digital nous divisait alors que ça avait été vendu, ou en tout cas imaginé sur papier, pour nous fédérer et pour nous rassembler. Les conséquences qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est ce que disait Gramsci, hein, il faut avoir le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Hein. Le pessimisme de la raison, malheureusement, il est là. C'est-à-dire que si vous regardez les conséquences réelles, vous voyez qu'il y a en effet une polarisation sociale, on voit une disparition des classes moyennes, on voit d'ailleurs les gilets jaunes, c'est probablement l'espèce de cri de protestation de toute une classe moyenne qui est en train de voir l'absence de perspective pour elle et pour ses enfants, et une forme de déclassement. Et puis par ailleurs, vous avez une petite partie de la population dont la valeur ajoutée est dopée et les revenus aussi. Ça se voit d'ailleurs dans la gentrification des villes et dans les effets de polarisation spatiale. Et tout ça fait qu'il y a matière à s'inquiéter. C'est-à-dire que quand vous avez une population où vous ne partagez plus un même destin, une même façon de voir, vous avez matière à vous inquiéter. Quand politiquement, vous avez d'un côté des technodictatures qui utilisent, comme la Chine, à fond
toutes les technologies de contrôle social, avec des notations sociales, avec de la reconnaissance faciale, tout ça couplé avec une connaissance de ce que vous dites, de ce que vous échangez sur les réseaux sociaux, et que vous allez tout mettre en musique pour contrôler, il y a de quoi avoir peur. Et en face, quand vous avez des démocraties sénescentes qui sont plus capables d'avoir un débat avec une polarisation et une hystérisation des débats publics et qui est en train de se voir dans des résultats de plus en plus erratiques, des résultats électoraux de plus en plus erratiques et qui font qu'on n'arrive pas à enrayer d'ailleurs le désintérêt paradoxal pour le vote, eh ben, on a de quoi être extrêmement inquiet. Le point de vue qu'on pourrait avoir, l'optimisme de la volonté, n'est-ce pas, c'est que l'humain, l'être humain, a cela de formidable, que spécialement Homo sapiens, c'est qu'il a toujours réussi à s'adapter, à avoir une sorte de réaction prophylactique. Vous savez pourquoi on a survécu et les Néandertals, il y a 30 000 ans, ont disparu. Les Néandertals étaient plus forts que nous, probablement plus forts que nous. Nous, on était beaucoup plus frêles, mais notre capacité, c'était de nous adapter. Et on l'a toujours fait avec une très grande force. Et je crois qu'on va le faire une fois de plus. Vous parlez des réseaux sociaux. Trouvez-vous normal qu'on ait pu couper le sifflet à un futur ex-chef d'État de la plus grande puissance mondiale? Oui, un chef d'État encore en exercice officiellement. Alors c'est évidemment un précédent extrêmement étonnant. Naturellement, l'occupation du Capitole a été un traumatisme pour les Américains, on peut tout à fait le comprendre, et que ça ait pu provoquer des réactions épidermiques. Cela étant, moi je fais partie des gens qui pensent que c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Parce que de fait, vous avez de la part des réseaux sociaux une capacité à décider arbitrairement de ceux qui peuvent s'exprimer et de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Décider arbitrairement du vrai et du faux, de ce qui est montrable et de ce qui est obscène, au sens étymologique, de ce qui est caché. Eh bien, cette capacité, c'est une capacité absolument énorme que jusque-là, les États avaient toujours eu. C'est eux qui géraient la censure. Les États ont toujours contrôlé l'information qui se diffusait, c'est leur caractéristique depuis toujours. Ce qui est très inquiétant, c'est aujourd'hui la capacité d'entreprises qui n'ont pas de légitimité démocratique, qui n'ont pas de système de contrôle démocratique, de décider ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est montrable et ce qui n'est pas montrable. Où sont les juges? Où est le contradictoire? Où est la capacité de se défendre sur des réseaux sociaux qui, du jour au lendemain, peuvent vous faire disparaître? On l'a vu tout récemment avec la pauvre Mila qui avait été la cible d'attaques extraordinaires et paradoxalement, c'est elle dont on a momentanément supprimé le compte. Donc cette capacité des réseaux sociaux est évidemment la conséquence de leur monopole, ou en tout cas des quasi-monopoles de quelques réseaux sociaux sur les échanges. Et ces monopoles, d'ailleurs comme tous les monopoles, sont toujours extrêmement inquiétants parce qu'au bout d'un moment, vous allez dépendre de ces plateformes et donc elles auront un pouvoir de vie et de mort, comme d'ailleurs les grands moteurs de recherche ont un pouvoir de vie et de mort sur les entreprises qui vivent de leur place dans les résultats et qui donc, comme toujours, en échange, pour vous laisser la vie, vous font payer. Alors comment on reprend le contrôle? C'est évidemment une question compliquée. La première chose, c'est qu'il faut espérer en l'homme. Il faut espérer en l'être humain et moi j'espère, c'est peut-être mon côté très libéral, mais il faut espérer dans le marché quand même. Bon, même si justement, j'aurais pu parler de la loi de Metcalfe qui fait que ces plateformes ont l'effet du gagnant prend tout. Comme l'utilité d'un réseau, c'est le carré du nombre d'utilisateurs. Plus vous êtes gros, plus vous êtes utile et plus vous avez une sorte d'effet de cliquer. Bon, cela étant, on voit qu'il y a des demandes différentes, des aspirations de la part des citoyens, des consommateurs, des travailleurs qui se développent. Le travailleur, de plus en plus, il va vouloir être dans une entreprise qui respecte certaines valeurs, des valeurs qui n'étaient pas celles qu'on exigeait il y a 20 ou 30 ans. Le consommateur, il va exiger aussi des preuves de vertu environnementale, des preuves de vertu sociale sur la façon dont vous créez votre produit. Eh bien, de plus en plus, l'internaute, il va aussi être exigeant sur le respect de la vie privée, sur le traçage de ce que vous faites, sur le respect aussi éthique du contradictoire que vous allez permettre, sur votre effet sur la société. Et donc, ce qu'on est en train de se dire, je crois que modestement, on est en train de participer à ça. On participe à la prise de conscience, qui est le préalable après une réaction de la part des consommateurs, de la part du citoyen, de la part des travailleurs, pour avoir l'exigence de nouvelles pratiques. Et ça, on n'a rien trouvé de mieux que le citoyen, le travailleur, le consommateur pour imposer aux institutions de nouvelles normes qu'elles vont devoir s'imposer. C'est le job que vous vous êtes astreint avec, dans le cadre de la présidence de l'Institut Sapiens que vous avez monté. L'idée, c'est quoi? C'est de remettre l'homme au cœur de cette grande transformation digitale?
Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, sapiens, hein, c'est pas parce qu'on se pense sage, pas du tout. C'est parce qu'on a tous un point commun, c'est qu'on est des Homo sapiens, tout simplement. Alors, on a tous quelques gouttes n'est-ce pas, de Néandertal, et puis de quelques hominidés qui se baladaient comme ça il y a quelques dizaines de milliers d'années. Mais on a tous cette espèce. On fait tous partie de la même espèce. Et nous sommes aujourd'hui une espèce qui doit essayer de comprendre la façon dont on doit vivre dans ce monde de plus en plus technologique. Et Sapiens, en effet, a été créé il y a 3 ans sur l'idée que les débats, que les approches, que les sujets qu'on devait adopter étaient complètement différents depuis le début du XXIe siècle et que la technologie changeait totalement le monde, changeait la façon dont on travaillait, dont on apportait de la valeur, dont la société se développait. Et c'est pour ça qu'il fallait créer un think tank pour essayer de réfléchir aux conséquences que ça a et jouer le rôle de vigie, de phare, modestement si on peut. Je crois qu'on manque vraiment d'endroits, en tout cas il n'y en a jamais trop, d'endroits où on peut réfléchir, où on fait travailler des experts ensemble, où on convie monsieur, madame, tout le monde à venir et on a des gens qui se connectent de toute la France et souvent d'extérieur pour venir participer au débat qu'on organise. On est une sorte de place, d'agora, de réflexion et d'échange et j'avoue que c'est assez sympa parce qu'on ne s'ennuie jamais et on fait des choses différentes et motivantes tous les jours. Internet a rendu la parole, ou en tout cas a permis de libérer la parole du plus grand nombre, et vous écrivez que ça n'a fait qu'accentuer les inégalités. Oui, d'ailleurs, on l'a un petit peu vu pendant le confinement. Hein. Si vous aviez des parents capables de s'occuper de vous guider dans vos études, de vous mettre de force à l'ordinateur, vous aviez quand même bien des avantages sur les enfants qui, jusque-là, n'avaient que leurs heures de cours pour les aider. Et quand ils étaient loin du professeur, on sait que malheureusement, on les a perdus. Alors, c'est un effet que les économistes et que les sociologues connaissent, c'est ce qu'on appelle l'effet Matthieu. Parce que dans l'évangile de Saint Matthieu, il est écrit « À celui qui a, on lui donnera, il aura en abondance ». Je cite de mémoire, hein, c'est pas probablement une bonne traduction. « Et celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a ». C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce que j'appelle les technolargués et de l'autre, vous avez ceux que j'appelle les techno-leaders. Les technolargués, c'est ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un travail et des compétences qui vont être enclenchés, articulés avec les technologies. Ces gens-là vont voir la valeur de leur travail baisser, d'ailleurs l'importance de leur travail et la quantité de travail disponible baisser. Et ces gens-là sont des gens qui voient les difficultés de la mondialisation. Et puis, à l'autre extrême du cercle, vous avez des gens dont les technologies agissent comme des augmentateurs de productivité. C'est des gens qui vont pouvoir travailler partout avec un téléphone et un ordinateur. C'est des gens qui vont pouvoir utiliser des intelligences artificielles pour doper leur propre productivité. Je parlais avec un avocat fiscaliste chevronné qui disait c'est formidable, j'ai plus besoin de junior, je peux utiliser une IA et moi j'ai la compétence au-dessus, la couche supplémentaire qui permet de donner à mon conseil une valeur supplémentaire. Donc vous avez d'un côté des gens un petit peu comme, je prends l'image, vous savez, du moulin dans Cyrano de Rostand. Le moulin, il peut soit vous envoyer vers les étoiles, soit vous envoyer dans la boue. C'est exactement la même chose, c'est assez binaire. La technologie, elle a cet effet d'écartèlement qui fait qu'on a, comme je disais, cette société en losange qu'on avait dans les années 70 sous Giscard d'Estaing. On a rêvé de la grande société de la classe moyenne à la réalité aujourd'hui qui est qu'on voit de plus en plus une société polarisée avec une classe moyenne qui se réduit. Et évidemment, une très grande difficulté derrière à passer de l'un à l'autre, avec une mobilité sociale qui pose de plus en plus de problèmes. Donc la technologie on a eu l'impression qu'elle donnait accès. En réalité, elle a probablement complexifié la capacité à évoluer socialement, et ça, c'est un vrai problème. Le rendez-vous s'appelle Better Web, Change the Web, Impact the World. Est-ce que c'est possible ? Je suis sûr que c'est possible. Il y a déjà un truc, c'est qu'on ne va pas débrancher le web. On va continuer à les utiliser. Il y aura de plus en plus de technologies. Il y aura la 5G qui va permettre de connecter 1 million d'objets par kilomètre carré. Ça va pouvoir apporter sans doute de la voiture autonome. Ça va pouvoir apporter de la santé connectée. Il y a des choses extraordinaires qui vont être apportées. J'aimerais pas donner l'impression de donner un message technophobe. Attention, je ne suis pas un Amish déguisé qui vient vous expliquer qu'il faut absolument débrancher tout ça. Donc sûrement pas. En revanche, il faut qu'on arrive à développer ce mode d'emploi. Alors, un meilleur web est possible si on commence à être conscient, par exemple, de ce qu'on fait de nos données réellement, si on en est soucieux aussi, si on est capable aussi de
d'avoir une démarche volontaire, par exemple, pour éviter des sites dont les pratiques, c'est le principe du boycott, hein, les principes du boycott, c'est que vous allez vraiment pouvoir changer la politique d'une entreprise parce que vous allez avoir vous allez voter avec vos pieds finalement. Et bien ça, de plus en plus, on doit pouvoir le faire. On doit, à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe, avoir un socle de valeurs qui va faire qu'on va choisir des fournisseurs, peut-être pas toujours le même, qu'on va essayer d'être attentif à choisir des fournisseurs qui soient peut-être plus locaux et qui respectent certaines valeurs. Et ça, concrètement, ça va changer le web. Et puis évidemment, vous avez les États qui doivent être capables de fonder de nouvelles régulations sur la fiscalité, par exemple, hein, sur la façon, l'obligation de rendre des comptes et sur la capacité à laisser un jeu concurrentiel sans écraser toutes les nouvelles pousses qui peuvent arriver. Pour tout ça, on a besoin de régaliens, on a besoin d'institutions qui, elles, ont des fondements démocratiques qui réaffirment l'importance du bien commun par rapport aux intérêts privés. Dans votre quête, comment Quant peut vous aider ? Quant déjà m'aide parce qu'il me permet de parler de mes réflexions que j'essaye modestement de porter à travers mes chroniques, à travers mes livres, mes prises de parole, mes conférences. Et je crois que c'est bien. Moi, je trouve que c'est très intéressant, la démarche de Quant aussi, d'être dans la démarche d'une proposition alternative en matière de moteur de recherche parce que c'est important que d'autres choses existent. C'est avec cette offre différente que vous allez pouvoir créer aussi une demande et une prise de conscience. Donc je crois qu'on a vraiment besoin, je pense souvent à cette image-là. Il y a des entreprises corsaires et des entreprises pirates. Le pirate, il était là pour vous exploiter, vous vider, vous balancer à la mer et aux requins une fois qu'il avait pris tout ce qu'il y avait à prendre. Tout votre temps de cerveau disponible. Il n'était pas là pour essayer de vous faire aller mieux. Le corsaire, il avait souvent les technologies, les techniques du pirate, mais il payait ses impôts au roi déjà, il avait une lettre patente et puis il accompagnait les bateaux de commerce, il accompagnait les bateaux de voyageurs. Il était là aussi pour protéger. Et à un moment donné, on va avoir besoin à tous les niveaux d'entreprises qui soient capables de nous dire non, par exemple, en nous disant peut-être que ça, vous auriez envie de le faire, peut-être que vous devriez essayer d'avoir une meilleure prophylaxie de votre activité. Par exemple, vous dire, regardez votre temps d'écran, des choses comme ça. On a besoin d'entreprises qui nous accompagnent, d'entreprises qui nous éclairent dans un monde qui est de plus en plus complexe. Hein. On a besoin de gens qui vont nous traduire. On a besoin aussi d'entreprises qui nous aident à nous relier réellement à d'autres gens et qui nous fassent retrouver, en ce moment c'est pas facile, mais la capacité à être vraiment ensemble, à avoir des moments de vraie humanité ensemble et qui ne sont pas nécessairement celles qu'il y a sur les réseaux sociaux quand vous allez échanger vos photos, par exemple, sur Instagram. Pour tout ça, on a besoin d'entreprises de bonne volonté et des gens de bonne volonté. Moi, j'en rencontre partout. D'ailleurs, je connais quasiment personne qui soit méchant volontairement. Et donc, si on arrive à les mettre, et eux, ces gens-là, ils vont construire des entreprises corsaires qui vont être des entreprises qui vont nous aider justement à choisir d'être humain à l'ère numérique. Merci Olivier Babot. Merci. Vive les entreprises corsaires. Absolument. À bientôt sur Better Web.